Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants du semestre 6, filière SVI de la Faculté des sciences d'Arimaguès de Fès. Dans le module de neurobiologie des adaptations, je vais reprendre avec vous le cours là où on s'est arrêté la dernière fois. On revient au plan du cours que vous avez sur votre polycopier pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble. Le premier chapitre a été consacré à l'organisation anatomique du système nerveux central périphérique. Nous avons abordé par la même occasion quelques rôles fonctionnels de certaines structures cérébrales. Par la suite, nous avons vu les principaux centres de régulation neuroendocrinienne en insistant sur les noyaux hypothalamiques qui jouent des rôles très importants dans ces régulations et nous avons vu quelques exemples de ces régulations dans les TD, comme par exemple dans le cas de l'homéostasie énergétique, etc. et dans d'autres types de régulations. À la fin de ce chapitre, nous avons abordé les noyaux suprachiasmatiques et leur relation avec la glande pinéale. Ainsi, nous avons vu comment s'effectue la synthèse de la mélatonine pendant la nuit, en évoquant en détail ces voies de biosynthèse, ces mécanismes d'action via les récepteurs MT1 et MT2. La partie qui nous reste est en rouge. Je vais la rassembler en deux enregistrements vidéo. Cette vidéo où j'expliquerai les rôles fonctionnels de la mélatonine en relation avec la rythmicité circadienne et une deuxième vidéo où on verra un autre type de rythme, le rythme saisonnier et les mécanismes neuroendocriniens qui régissent l'adaptation aux saisons. Sur ce schéma, on s'est arrêté la dernière fois. Il représente une coupe horizontale d'un cerveau de hamster avec les principaux éléments impliqués dans le contrôle des rythmes circadiens et dans le contrôle des rythmes saisonniers. Tout d'abord, en 1, il y a la durée d'éclairement journalier, ce qu'on appelle photopériode, qui envoie un message lumineux à l'œil. Cette photopériode varie en fonction des saisons. En hiver, on a des jours courts, la photopériode est courte. En été, la photopériode est longue. L'information lumineuse issue de cette photopériode est perçue par les cellules rétiniennes et envoie des messages photiques directement au noyau suprachiasmatique via la voie rétino-hypothalamique que nous avons vue dans le dernier cours. Les noyaux suprachiasmatiques reçoivent des messages photiques et reçoivent aussi des messages non photiques provenant d'autres structures cérébrales en relation avec d'autres facteurs comme la prise alimentaire, le stress ou autres. En intégrant ces messages, photiques et non photiques, les noyaux suprachiasmatiques envoient des messages de sortie, ce qu'on appelle des efférences en bleu, vers d'autres structures cérébrales. Alors, parmi ces efférences, il y a l'efférence qui relie les noyaux suprachiasmatiques à la glande pinéale. Alors là, c'est schématique, ce n'est pas une voie directe comme on l'a vu dans le dernier cours. C'est une voie multisynaptique qui met en jeu plusieurs relais. D'abord, des neurones qui projettent vers le noyau paraventriculaire et ensuite des neurones qui projettent vers la moelle épinière avant d'atteindre le ganglion cervical supérieur et avant d'arriver aux neurones postganglionnaires qui innervent la glande pinéale. Pendant la nuit, la libération de la noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses du neurone postganglionnaire va agir pour induire la synthèse de la mélatonine via les voies de biosynthèse que nous avons vues. Une fois la mélatonine est synthétisée, elle est sécrétée dans la circulation générale pour agir sur ces structures cibles dispersées dans l'organisme. Alors rappelons, comme je l'ai décrit dans le cours précédent, que ces structures cibles de cette hormone sont très nombreuses dans le cerveau et dans les organes périphériques, que ça varie beaucoup entre les espèces. On a parlé d'une variation interspécifique, mais il y a deux structures cérébrales qui contiennent des récepteurs mélatoninergiques chez tous les mammifères étudiés jusqu'à nos jours. Ce sont les noyaux suprachiasmatiques et la pars tubéralis de l'adénohypophyse. De ce fait, on suggère que la mélatonine circulante retourne au noyau suprachiasmatique pour exercer un rétrocontrôle sur l'horloge biologique et donc contrôler les rythmes circadiens. Via la pars tubéralis, la mélatonine circulante va agir pour le contrôle des rythmes
saisonnier. Sur des coupes transversales du cerveau de rat, traitées par la technique d'hybridation in situ, on peut voir la densité des récepteurs mélatoninergiques au niveau des noyaux suprachiasmatiques situés au-dessus de chiasma optique. Donc, on peut le voir de part et d'autre du troisième ventricule. D'un autre côté, on peut voir ici une coupe, la partie basale de l'hypothalamus avec l'allure du troisième ventricule. Donc, c'est une coupe traitée aussi par hybridation in situ. Donc, nous avons l'allure du troisième ventricule, la région de l'éminence médiane. Comme on peut le voir, la pars tubéralis de l'adénohypophyse montre une densité très élevée des récepteurs de la mélatonine. Deux rôles majeurs sont attribués à la mélatonine. Dans les rythmes circadiens, elle indique la période nocturne d'un ictémère d'une journée de 24 heures. Donc, elle constitue un médiateur circadien utilisé par l'horloge biologique interne pour transmettre ce message aux autres structures cibles. Dans les rythmes saisonniers, comme la durée de la sécrétion de la mélatonine varie en fonction des jours, jours courts, jours longs, elle indique la période de l'année. Donc, par sa durée de sécrétion nocturne, elle indique la période de l'année. De ce fait, la glande pinéale, via la sécrétion de la mélatonine, constitue un système endocrinien qui permet aux mammifères de répondre aux changements annuels de la photopériode. Là, on va passer au chapitre 2 et au mécanisme des rythmes biologiques. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer sur le forum de la plateforme mise à votre disposition sur le site de la fac. Comme on le sait, la vie sur Terre s'est développée dans un contexte rythmique. La rotation de la Terre autour de son axe et autour du Soleil, avec les alternances lumière-obscurité, jour-nuit, les températures qui varient en fonction des saisons, a depuis le début de la vie sur Terre imprimé cette organisation temporelle sur la matière vivante. Elle a par ailleurs influencé la répartition géographique des espèces sur le globe terrestre. Donc la rythmicité est une des propriétés fondamentales de la matière vivante. Je ne vais pas revenir en détail sur la définition des rythmes biologiques et les paramètres qui caractérisent une fonction rythmique. Je vous invite à voir la vidéo du TD numéro 2 sur la plateforme. Je vous rappelle juste qu'en se basant sur la période des rythmes, on a défini 3 grandes classes de rythmes. Les rythmes ultradiens, la période est courte, les rythmes infradiens et les rythmes circadiens. Dans ce cours, je ne vais pas aborder les rythmes ultradiens, je parlerai surtout des rythmes circadiens et un exemple de rythme infradien, donc un rythme saisonnier que nous verrons à la fin de ce cours. Pour ce qui est de rythmicité circadienne, on sait actuellement que le siège de cette horloge biologique est au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Ces noyaux suprachiasmatiques, situés juste au-dessus du chiasma optique, sont à l'origine de la genèse des fonctions rythmiques, endocriniennes, physiologiques et comportementales et de leur ajustement aux fluctuations journalières et saisonnières de l'environnement. Dans les mécanismes moléculaires à l'origine de la rythmicité circadienne du corps, on trouve la cellule du noyau suprachiasmatique qui possède toute la machinerie responsable de la genèse de cette rythmicité. Schématiquement, le cytoplasme de la cellule du noyau suprachiasmatique est à l'intérieur le noyau. La genèse de la rythmicité endogène est basée sur des boucles de régulation auto-entretenues entre des protéines et des gènes. Tout d'abord, dans le cytoplasme de la cellule, il y a Bmal, qui est une protéine qui commence à être synthétisée en fin de nuit chez l'homme. Elle s'associe à cloque dont la synthèse ne varie pas et forme un dimère qui entre dans le noyau. En début du jour, les dimères Bmal et cloque présentent leur fixation maximale à l'ADN. Ils se lient aux séquences E-box dans les promoteurs de gènes cibles, incluant différents gènes de l'horloge, père, cri, etc. Ce qui permet d'activer
la transcription de ces gènes de l'horloge, la traduction et la synthèse des protéines correspondantes. Ces protéines restent dans le cytoplasme, subissent des phosphorylations par des kinases. Lorsque la quantité de protéines devient assez élevée, ces protéines forment des complexes et retournent dans le noyau pour inhiber leur propre production. Donc, le complexe retourne et inhibe leur propre production. Dans le noyau, le dimère B-mâle-Ecklock stimule aussi la transcription d'autres gènes qu'on appelle gènes contrôlés par l'horloge et assure les sorties physiologiques de celles-ci, comme ce qu'on a vu en TD. En résumé de ces mécanismes, donc B-mâle et clock sont deux régulateurs d'une boucle de rétroaction positif. Donc, en début du jour, donc ils s'associent, forment un dimère. En début du jour, les dimères B-mâle et clock vont se lier sur les séquences E-box dans les promoteurs des gènes cibles de l'horloge, ce qui permet d'activer la transcription des gènes de l'horloge, la traduction et la synthèse de protéines. Lorsque la quantité des protéines devient assez élevée dans le cytoplasme, ces protéines forment des complexes qui entrent dans le noyau et inhibent leur propre production. Donc, les translocations nucléaires ainsi que la stabilité des dimères sont dépendantes de modifications post-traductionnelles, en particulier des phosphorylations par les diverses enzymes, les kinases, au niveau du cytoplasme. D'un autre côté, le dimère B-mâle-Ecklock stimule également la transcription des gènes dits contrôlés par l'horloge et assure les sorties physiologiques de celles-ci, comme ce qu'on a vu en TD. La vasopressine présente une rythmicité circadienne au niveau du noyau suprachiasmatique. La mélatonine aussi présente une rythmicité circadienne très nette au niveau de la circulation de l'organisme. Donc, en résumé, concernant ces mécanismes, les rythmes circadiens sont donc de nature endogène, génétiquement déterminés et modulés par les facteurs de synchronisation. Chaque individu a son propre rythme endogène avec une période légèrement différente qui peut varier d'un individu à un autre. C'est le libre cours qu'on a vu en TD. Et la synchronisation avec le jour solaire se fait par ce qu'on appelle les synchroniseurs. Alors, pour définir un synchroniseur, c'est un facteur périodique qui modifie la période propre d'un rythme. Le facteur environnemental le plus connu comme étant un synchroniseur, c'est la photopériode. En résumé, dans le système nerveux central, nous avons deux oscillateurs principaux, les noyaux suprachiasmatiques d'un côté, l'épiphyse ou la glande pinéale de l'autre. Ces deux oscillateurs sont sous le contrôle d'un synchroniseur, l'alternance jour-nuit, lumière-obscurité. Ces deux oscillateurs communiquent entre eux. Comme on l'a vu, les noyaux suprachiasmatiques envoient des messages nerveux à la glande pinéale pour la synthèse de la mélatonine pendant la nuit. Et la mélatonine constitue un rythme endocrinien qui peut retourner et exercer un rétrocontrôle sur l'horloge biologique. Dans le corps, d'autres oscillateurs existent au niveau des organes périphériques. On parle alors des oscillateurs périphériques. Plusieurs cellules de différents organes manifestent des oscillations comme les cellules intestinales, les cellules sanguines, les cellules rénales, les cellules hépatiques, etc. Mais on considère que les noyaux suprachiasmatiques sont le siège de l'horloge principale qui orchestre les autres oscillateurs pour le maintien de l'homéostasie de l'organisme. Dans l'organisme, les gènes de l'horloge se trouvent dans le noyau suprachiasmatique, mais aussi on trouve des gènes d'horloge dans d'autres cellules des organes périphériques, comme ici dans les poumons, le cœur, les reins, etc. Et on s'est demandé quel serait l'impact de la lésion des noyaux suprachiasmatiques sur ces oscillateurs périphériques. Alors, lorsqu'on pratique des lésions au niveau des noyaux suprachiasmatiques, les oscillateurs périphériques continuent à exprimer des rythmes, mais des rythmes propres à eux
est différent de ceux enregistrés in vivo. On peut alors penser que par le biais des voies nerveuses qui relient le système nerveux central aux organes périphériques et par le biais aussi du signal circadien de la mélatonine, les noyaux suprachiasmatiques permettent cette organisation temporelle globale des fonctions physiologiques in vivo. Ainsi, l'horloge biologique assure une synchronisation temporelle interne coordonnant les variations circadiennes de multiples paramètres biochimiques, physiologiques et comportementaux. L'horloge interne permet également à l'organisme de s'adapter aux modifications de l'environnement liées aux alternances entre le jour et la nuit. Puisque la distribution du signal circadien des noyaux suprachiasmatiques se fait par des voies nerveuses et endocrines, on s'est demandé quel output hormonal, quelle sortie hormonale joue un rôle prépondérant dans la transmission du signal circadien. Parmi les hormones qui présentent un rythme circadien, la production du cortisol et de la mélatonine constituent de bons marqueurs du rythme circadien. Comme on le voit sur la courbe, les taux de mélatonine montrent un rythme circadien bien marqué, avec des taux bas pendant la journée et des taux élevés pendant la phase nocturne, pendant la nuit. Donc, c'est une hormone de sommeil, c'est l'hormone de nuit. Les concentrations plasmatiques de cortisol aussi montrent un rythme circadien très bien marqué, avec des valeurs surtout élevées pendant le début de la phase active, donc c'est pendant le début de la journée chez l'homme. La question importante est alors, quel output hormonal joue un rôle prépondérant pour l'organisation de la rythmicité circadienne au niveau de notre organisme? Est-ce celui de la mélatonine ou celui de la corticostérone? Le rôle de la mélatonine a été bien élucidé pendant plusieurs années et beaucoup de résultats ont été obtenus. L'effet du cortisol a été découvert bien après celui de la mélatonine et les glucocorticoïdes se sont avérés aussi impliqués dans l'organisation des rythmes circadiens. Depuis les années 2000, la mélatonine et la corticostérone parce que c'est l'hormone du stress chez les rongeurs, donc c'est l'équivalent du cortisol chez l'homme, ces deux hormones sont considérées comme des outputs du système du noyau suprachiasmatique de l'horloge biologique impliquée dans l'homéostasie temporelle de beaucoup de fonctions circadiennes dans l'organisme. Pour la mélatonine, beaucoup de travaux ont été faits et montrent que cette hormone est un synchroniseur endogène important de plusieurs processus physiologiques. Comme on le voit sur la figure, l'alternance lumière-obscurité est transmise à l'horloge biologique. Donc, c'est un synchroniseur de l'horloge biologique. D'autres facteurs synchroniseurs sociaux en relation avec la prise alimentaire peuvent synchroniser l'horloge. L'horloge biologique envoie des messages nerveux à la glande pinéale pour la sécrétion et pour la synthèse nocturne de la mélatonine. Une fois dans la circulation, la mélatonine agit sur beaucoup de paramètres, comme ici, sur l'immunité, la pression sanguine, la multiplication cellulaire. Elle peut agir sur le rythme circadien du cortisol, sur le rythme circadien du cycle veille-sommeil, aussi sur le rythme circadien de la température corporelle de l'organisme. Aussi, la mélatonine circulante, comme on peut le voir, peut agir comme synchroniseur endogène de l'horloge biologique, surtout qu'on a montré des récepteurs de la mélatonine dans les noyaux suprachiasmatiques, c'est ce qu'on a vu au début de cette séance. Mais le rôle physiologique précis sur l'horloge demeure inconnu et fait l'objet de nombreuses recherches actuelles. Alors, en résumé, les noyaux suprachiasmatiques transmettent le signal nerveux circadien à la glande pinéale, qui le traduit en message endocrinien, la mélatonine. La mélatonine peut agir sur plusieurs rythmes circadiens, mais la présence des récepteurs de la mélatonine dans les noyaux suprachiasmatiques suggère que
qu'il existerait un rétrocontrôle de l'hormone sur l'horloge endogène. Seulement le rôle physiologique exact de la mélatonine sur cette horloge demeure inconnu. Pourtant, beaucoup d'effets de la mélatonine sont actuellement décrits, montrant la resynchronisation des rythmes circadiens. La mélatonine donc, peut avoir un intérêt thérapeutique pour beaucoup de troubles de rythme circadien. Comme on le voit sur la figure, les barres noires représentent les périodes d'obscurité et les barres grises, les rythmes circadiens des patients sur plusieurs jours consécutifs. Alors ici en haut, pour des patients maintenus dans l'obscurité totale, on peut penser par exemple aux malvoyants, aux aveugles, on assiste à un maintien des rythmes circadiens des individus, mais ces rythmes se décalent dans le temps. C'est le libre cours de chaque individu qui est exprimé. La mélatonine comme traitement thérapeutique s'est avérée efficace pour la synchronisation de l'horloge avec les rythmes journaliers. Au milieu de la figure, si on va voir ce qui se passe chez les sujets âgés, comme nous avons vu en TD, les sujets âgés présentent des perturbations de leur cycle veille-sommeil. On peut avoir des sujets qui ont le syndrome d'avancée de phase de sommeil. Leur sommeil n'est pas synchrone avec la période d'obscurité, avec la nuit. Ou des sujets qui ont un retard de phase de sommeil. Donc, le syndrome de retard de phase de sommeil caractérisé par un retard par rapport à la période d'obscurité. Dans les deux cas, la mélatonine peut être prescrite à ces sujets âgés comme traitement. Chez les sujets normaux, chez le sujet normal, on assiste à une synchronisation de son rythme avec le rythme, avec la période nocturne. Donc, on voit le cycle, la phase du sommeil coïncide avec la période de la nuit. Un autre concept, ce qu'on appelle le jet lag. Alors, c'est quoi le jet lag? Le jet lag est un terme anglais qui désigne l'ensemble des troubles liés à la désynchronisation des horloges biologiques lorsqu'on fait un déplacement en avion à travers au moins 3 fuseaux horaires entre deux pays. C'est un voyage qui peut être vers l'ouest ou vers l'est. Alors ici, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un vol vers l'ouest, il y a une désynchronisation de l'horloge au début, mais au début de quelques jours, le sujet s'adapte au rythme journalier du nouveau pays. Quand ici, le jet lag vers l'est, donc quand le vol est vers un pays de l'est, avec un décalage horaire important, la désynchronisation est forte, elle est plus forte, et cela demande beaucoup plus de jours pour la récupération et pour la resynchronisation de l'horloge. La mélatonine est souvent indiquée dans le jet lag pour permettre une meilleure synchronisation de l'horloge biologique au nouvel environnement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la rythmicité saisonnière et les mécanismes neuro-endocrines qui régissent l'adaptation aux saisons.